Par des barres de commande, c'est des barres qui absorbent les neutrons. Oui, oui, d'accord. Alors c'est des barres en... De du bord, essentiellement. Du bord, Oui, d'accord. oui. Entendu, merci. Attendez, là-bas et là-bas. Et puis après, bon, on a le temps, c'est pas le temps qu'ils se mettent en route. Juste une question, il faut quand même du combustible puisqu'il faut de l'uranium. Oui. Et on entend dire que les réserves d'uranium planétaires sont prévues pour l'utilisation qu'on fait actuellement au niveau nucléaire. Il y a une dizaine d'années de réserves d'uranium. Donc si la Chine, effectivement, et d'autres pays en développement s'équipent de centrales nucléaires, quid du combustible? C'est une très bonne question. Ça dépend de ce que vous appelez de réserve raisonnablement assurée, comme on dit. C'est-à-dire que c'est rangé en tranches en fonction du coût de l'uranium. D'accord? Alors je ne sais pas pourquoi, c'est en dollars par livre du 3 au 8. Ne me demandez pas pourquoi, le 3 au 8 c'est un outil. Le marché mondial, il se fait comme ça, et par tranche de 35. C'est-à-dire donc, vous avez entre 0 et 35 dollars, donc ça c'est pas cher, hein, d'accord? Puis après 35, 70, 70, 105, 105, 140. Après on s'est arrêté. Donc quand on dit il reste 70 ans, c'est qu'on est dans la tranche 0,35. Quand on vous dit il y a 4 siècles, c'est qu'on est dans la tranche 0 à 140. Maintenant, ni 70 ans, ni 4 siècles, ça ne veut rien dire. Ça dépend, parce qu'on vous dit au rythme actuel. Mais le rythme actuel n'est pas le rythme de demain. D'accord? Si demain on en bouffe 2 fois plus d'un seul coup, bah, évidemment vos 70 ans, vos 4 siècles vont diminuer. Donc, et c'est vrai aussi pour le pétrole, pour le charbon, etc. C'est vrai pour tout. Alors, en revanche, donc, ce qu'il y a, c'est que vous en avez aussi énormément qu'on n'exploite pas. Et la première fois que j'ai dit ça, on m'a pris pour un farfelu, puis après on a vu que j'avais raison, une fois de plus. Dans l'eau de mer, il y en a 1000 fois plus dans l'eau de mer que dans l'écorce terrestre. Tout simplement parce que la chimie de l'uranium étant très riche, par érosion, etc., ça se retrouve... c'est le deuxième élément abondant métallique dans l'eau de mer après le molybdène. Le deuxième, c'est l'uranium. Et donc, du coup, dans mon labo, on avait fabriqué, en même temps qu'on a d'ailleurs, tu parlais des résines qui pouvaient décontaminer, les mêmes résines, effectivement, qui vont fixer, en fait, l'uranium. Et on a montré, en fait, qu'il y avait une faisabilité. Donc aujourd'hui, on ne s'en sert pas parce qu'on va chercher l'uranium autrement, mais on sait que ça existe. La troisième source possible, c'est ce qu'on appelle, dans les réacteurs de 4e génération, des réacteurs du style surgénérateur. C'est-à-dire des réacteurs, en fait, qui, à la fois consomment du combustible, mais au fur et à mesure qu'ils consomment du combustible, ils en refabriquent. Alors vous allez me dire, comment ça peut marcher si je consomme, je refabrique. Vous avez vu tout à l'heure la différence entre fissilité et fertilité. C'est-à-dire que vous consommez du fissile, mais le fertile vous redonne du fissile. Et au bout du compte, vous avez plus de fissile que... Ah, bien sûr, vous avez bouffé du fertile, mais ça, c'est pas bien grave, hein, il y en a énormément. Hein. Vous avez vu, c'était 99,28% dans l'uranium. Il ne faut pas qu'on n'utilise que le 0,7%. Je reviendrai sur Superphénix dans un instant. Dans cette partie-là, je crois que j'en dis un mot. Alors...